Cette petite gare de New Delhi résonne de la musique des grands jours. Aujourd'hui, comme 5 fois par an, des visiteurs du monde entier un peu particuliers sont attendus. Tapis rouge et collier à fleurs pour des voyageurs qui ont tous un point commun. Comme Wendy Lu, la taïwanaise, ou James Cohen, l'américain. Ils sont bouddhistes et vont entamer un pèlerinage unique au monde, en train. Le convoi décoré pour l'occasion va les emmener là où Bouddha a vécu, là où il est né, où il a enseigné et où il est mort. Ils entreprennent le voyage de toute une vie. Nous voulons nous mettre dans les pas de Bouddha. C'est très important de vivre ce que lui a vécu dans le passé. Je vais en faire l'expérience par moi-même. Certains sont nés bouddhistes, d'autres le sont devenus. Cet Américain, par exemple, qui semble déjà avoir un petit problème. J'ai perdu ma carte d'embarquement. Ah, vous avez perdu votre billet. Regardons par là. Mais pour un bouddhiste, c'est facile de rester zen en toutes circonstances. C'est la bonne voiture ? Je n'en ai aucune idée, mais il faut savoir se laisser surprendre. Je sais au moins que c'est le bon train. Allez, en voiture. Dans cette cabine, madame est thaïlandaise, monsieur est indien. Elle est bouddhiste, il est hindou. Mais ils ont tenu à faire le voyage ensemble. C'est le rêve de toute sa vie. C'est un pèlerinage. Et pour vous ? Moi, je viens soutenir ma femme. Je sais que pour elle, marcher dans les pas de Bouddha, c'est un rêve. Et c'est parti. Le train vers le Nirvana. À la recherche d'un homme qui a vécu il y a 2500 ans. Notre voyage nous emmènera dans un petit royaume du nord de l'Inde, où est né le bouddhisme, accroché sur les contreforts de l'Himalaya. Son fondateur possédait une éminente sagesse selon les textes. Il deviendra le futur Bouddha. La transmission de son enseignement s'est propagée sur toute la planète, d'est en ouest. Aujourd'hui, des croyants et des non-croyants que nous suivrons cherchent toujours à comprendre qui était cet homme et comment il a influencé le monde. Ils partent à la recherche de Bouddha. Eux, ce sont des scientifiques. Ce n'est pas leur foi qui les a amenés là, mais leur intérêt pour l'histoire. C'est une équipe internationale, suisse, français, brésilien, financée par le Quai d'Orsay. Des archéologues pour une première mondiale. À 4000 mètres d'altitude, tout au nord de l'Inde, ils cherchent les traces de l'arrivée du bouddhisme dans cette région qui s'appelle le Ladakh. Ça, c'est la couche qui était contre le mur. Tu vois, il y a de la chaux dedans. C'est Martin Vernier qui dirige l'expédition. Ce matin, ils attaquent les fouilles sur un site qui comprenait 3 temples, il y a plus de 1000 ans. Alors il faut faire preuve d'une certaine imagination. L'hypothèse, c'est qu'il y avait les statues fixées contre les murs, ici, là où on les voit bien, hein, les trous plus ou moins circulaires, ici. La figure devait être à peu près de cette hauteur, sur un trône de lotus comme ça. Et on a cette séquence qui est répétée 9 fois sur le tour du temple. Les statues sont toujours ici Les statues sont certainement sous les gravats qu'on voit ici, sous le plafond éboulé. Elles sont en morceaux fracassés sur le sol du temple. Il va y avoir des peintures sur l'ensemble des murs, les statues, une communauté de moines, des fidèles, et puis vraiment une vie religieuse ici. Leurs travaux doivent permettre de comprendre comment les enseignements de Bouddha se sont transformés, ont voyagé et ont influencé la vie quotidienne. Mais pour l'instant, pas le temps de rêver. Les archéologues retiennent leur souffle. Vont-ils vraiment trouver sous leur truelle les statues qu'ils recherchent? Leurs hypothèses sont-elles exactes? Dans les prochains jours, les prochaines heures, ils sauront si leur mission est une réussite ou un échec. Précédemment, certains ont emprunté un train pour un pèlerinage unique au monde.
D'autres se sont lancés dans des fouilles à 4000 mètres d'altitude. Tous recherchent des traces du passage de Bouddha. Ce matin-là, il ne fait pas bien chaud. Et pourtant, Jamyang et ses copains se sont levés à l'aube. Ils ont 13, 10 ans, parfois beaucoup moins. Et ils sont apprentis moines bouddhistes. Je dois me lever à 5h30 tous les matins. Parfois, j'ai vraiment la flemme. Mais il n'y a pas le choix, c'est obligatoire. Autrefois, chaque famille du village envoyait un enfant au monastère. Aujourd'hui, ce n'est plus automatique, pourtant la tradition demeure. Pour ces jeunes garçons, cela représente l'assurance d'être nourris, logés et instruits. Et puis à les entendre, c'est plutôt rigolo de jouer à Bouddha. Chaque enfant doit porter cette robe. Et je trouve ça cool parce qu'on a tous les mêmes. Tempa Lakshe est arrivé ici il y a 1 an et demi. Il lui a fallu plusieurs mois pour s'habituer à sa nouvelle vie. Oui, ma maison me manque parfois. Quand c'est trop dur, je leur passe un petit coup de fil. Il y a un téléphone ici. Mon père et ma mère sont très heureux que je sois moine. Ma mère est super fière. Elle raconte à tout le monde dans le village que je suis moine. « 6 heures, fini de rêvasser, c'est l'appel à la prière. Mais pour le moment, les petits moines doivent encore patienter. Les prières, le gong, la musique, ils n'y ont pas encore droit. Jusqu'à 20 ans, ils sont là pour apprendre. Pendant les cérémonies, ils font le service et observent. C'est mon rêve de devenir comme eux. Je veux faire des prières pour les gens, je veux répandre le bonheur autour de moi. C'est ce que je veux faire. Cela passe en attendant par des heures et des heures d'apprentissage. Ils apprennent les mathématiques, à lire, à écrire, et bien sûr les lois et les enseignements bouddhistes qu'il faut retenir par cœur. Même si pour eux, ce qu'ils retiennent du Bouddha et de son enseignement, ce sont davantage les légendes, la magie. Quand Bouddha est né, il n'a pas eu besoin de fouler la terre. Il est arrivé directement dans une fleur de lotus. Le professeur essaye de les guider progressivement vers la sagesse. Mais il n'y a aucune obligation pour eux de rester moines toute leur vie. À tout moment, ils peuvent choisir de reprendre une existence loin du monastère. Plus à l'est, au pied de l'Himalaya, le train spécial Bouddha Express a lui continué sa course. Les pèlerins du monde entier doivent temporairement abandonner leur convoi pour embarquer cette fois à bord de bus. Ils quittent l'Inde et entrent au Népal. Ils arrivent sur le site de Lumbini. C'est ici, il y a 2500 ans, qu'est né un petit garçon. Il s'appelait Siddhartha Gautama et était de sang royal. Ici, tout le monde connaît son histoire. La mère de Siddhartha était en chemin pour se rendre chez ses parents. Et dans ce jardin, elle a accouché. Il est dit que le bébé a marché 7 pas et qu'il serait la dernière incarnation de Bouddha. Il est l'éclairé. Il n'y en aura pas d'autre. Bouddha serait venu au monde sur 7 pierres, gardées précieusement dans ce bâtiment blanc à l'intérieur duquel il est interdit de filmer. L'endroit est devenu l'un des lieux saints du bouddhisme. Après la visite, James, l'Américain, choisit de se mettre sous un arbre pour méditer. Quand Bouddha est né, cela a signifié le début de son formidable enseignement. Je suis reconnaissant pour cela. S'asseoir ici, c'est ressentir la présence de Bouddha. Et après, vous pouvez l'emporter avec vous, à la maison, et partout. Tout est parti de là. Et le bouddhisme s'est répandu sur la planète. De l'autre côté de la frontière, en Inde, Martin et son équipe d'archéologues ont bien avancé dans les fouilles du monastère du XIe siècle. Ils devraient bientôt atteindre les vestiges qui reposent là depuis plus de 1000 ans.
La suite de notre feuilleton aux origines du bouddhisme. Et aujourd'hui, nous visitons le haut lieu de cette spiritualité à Dharamsala, au nord de l'Inde. C'est là que toutes les personnes en quête de cette philosophie convergent, dans les pas de Bouddha. Épisode 3, un feuilleton signé Nicolas Bertrand, Héloïse Layan et Émilie Gouvet-Avermello. Précédemment, un monastère nous a ouvert ses portes. Les petits moines assurent le service pour leurs aînés. À 4000 mètres d'altitude, tout au nord de l'Inde, une équipe de scientifiques poursuit les fouilles. Les sommets se sont couverts de neige. Cela fait près de 4 semaines que les archéologues ont installé leur tente ici et la fatigue se lit dorénavant sur tous les visages. Les conditions de vie à 4000 mètres d'altitude ne sont pas faciles. Mais le résultat des fouilles, juste à côté, sur le site du temple du XIe siècle, va très vite leur redonner le sourire. Ça, c'est le dernier truc à enlever. Lauriane Bruno a rejoint l'équipe. Cet archéologue, maître de conférences, est spécialiste du bouddhisme dans la région. Et ce matin, elle est sur le point de faire une découverte qui va confirmer plusieurs hypothèses. Ah oui, t'as raison. Un canard, enfin une noire. Ouais. Une fresque qui a traversé les siècles. Donc c'est un bout du plafond. Le dessin représente un symbole bouddhiste, bien connu. C'est ce qui est sorti avant. Donc l'œil ici, qui est cerclé de noir avec un point au milieu, et la tête qui est délimitée en orange ici. En fait, il peigne des oies tout en haut du mur, à la lisière du plafond en fait. C'est un animal de bon augure. Pour la Française, c'est le résultat d'années de recherche. Ça fait pratiquement 10 ans qu'on essaie de fouiller la DAC. Donc c'est l'aboutissement de 10 ans d'efforts. Mais les archéologues sont toujours en quête des statues qui, selon eux, ornaient les murs du temple. Elles pourraient se trouver juste là, sous leurs pieds. Dans la région, et bien au-delà, le bouddhisme, ce n'est pas simplement l'histoire. Ici, il est bien vivant. Et il attire des personnes du monde entier en quête de spiritualité. Flora Chastain vient de Pau, dans le Béarn. Il y a 1 an, elle s'est installée à Dharamsala. Et ce n'était pas un hasard. C'est une expérience très forte, que ce soit humainement et puis c'est un tel retour à la nature en fait et à une simplicité. C'est surtout ça, chose que j'arrivais pas vraiment à trouver dans le pays en France. Ici, tout est simple, tout est fluide et tout est bienveillant en fait. Dans cette ville qui abrite une importante communauté de Tibétains en exil, tout est tourné vers la spiritualité. Flora pratique la méditation bouddhiste. Et dans cette ambiance, elle a trouvé la paix. C'est ces monuments tibétains qui ont pu être reconstruits plus ou moins ici, du moins l'architecture tibétaine. Il y a aussi toutes ces représentations du bouddhisme qui sont là pour qu'au final on se sente plus vraiment en Inde en fait. On est en plus sur les contreforts de l'Himalaya, comme si on était un petit peu au Tibet. Mais l'envers du décor, c'est que Bouddha ici est aussi un produit pour touristes. Les statuettes, souvenirs et bibelots en tout genre se vendent à chaque coin de rue. Le nom de Bouddha est utilisé partout, comme pour ces séances de médecine bouddhiste. Officiellement, il s'agit d'ouvrir les chakras des patients, le système énergétique, avec des vibrations. En fait, une supercherie. Loin de la philosophie bouddhiste, c'est un mélange de croyances et surtout de business bien rodé. C'est l'essence du bouddhisme que nous pratiquons au quotidien et pas seulement pour soigner. La guérison dépasse les religions. Nous sommes tous des Bouddhas ici. Mais il y a à Dharamsala quelque chose de bien authentique, pour lequel des foules immenses se déplacent. Un homme, un guide spirituel respecté dans le monde entier, a fait de la ville la capitale du bouddhisme tibétain. Et ce matin, il donne une séance d'enseignement public. Flora est au premier rang.
On peut ressentir en fait ici que tout le monde attend ce moment, attend de pouvoir passer, de pouvoir l'écouter. Un privilège pour la Française impatiente. Quelque chose bouge au loin. Le Dalai Lama est en train d'arriver. Précédemment, les fouilles d'un temple du XIe siècle se poursuivent. Une Française s'est installée il y a 1 an à Dharamsala. Venus du monde entier, les fidèles voient au loin une silhouette apparaître. Toute la ville est en effervescence. Des milliers de personnes se sont rassemblées devant le plus grand temple de Dharamsala. Les moines d'un côté, les fidèles et les curieux de l'autre. Flora Chastain est au premier rang. Cette bouddhiste des Pyrénées-Atlantiques est ici chez elle. Tous retiennent leur souffle en attendant un homme. Lentement, le Dalai Lama s'avance au milieu de la foule. Il vient aujourd'hui donner une série d'enseignements face à un public hétéroclite et international. C'est bon qu'on soit tous réunis dans une même démarche en fait, malgré des origines totalement éloignées. On est quand même là pour la même chose, c'est chouette. Pour s'y retrouver dans cette tour de Babel, des interprètes traduisent en simultané les paroles du Dalai Lama dans une dizaine de langues. Pour les entendre, il suffit de connecter un petit transistor sur la bonne fréquence. Flora écoute les conseils du guide spirituel directement en français. On est en train de parler des éléments qui font qu'on peut éviter la souffrance en expérimentant en fait la compassion, la dévotion. Tous ne sont pas croyants comme Flora, mais tous sont en quête de bonheur. Et face au prix Nobel de la paix, les visages semblent apaisés. Le train Bouddha Express ne passe pas à Dharamsala. Il a continué sa course toujours vers l'est. Cela fait maintenant 8 jours que les voyageurs du monde entier suivent ce pèlerinage ferroviaire. Chaque arrêt est lié à une étape de la vie de Bouddha. Dans le restaurant du train, les repas ne sont pas uniquement végétariens. À la grande joie de James, l'Américain. Ah, merci beaucoup. Bouddha a dit que si quelqu'un met de la viande ou quoi que ce soit dans votre assiette, vous devez l'accepter. Il autorisait ses moines à manger de la viande si l'animal n'avait pas été tué expressément pour eux. Et vous ? Moi, je suis végétarien entre 2 hamburgers. Ici, ce n'est pas l'Orient Express. Les installations sont plutôt spartiates. Mais pour ce couple indo-thaïlandais, c'est tout à fait approprié pour ce type de voyage. Si tous les soirs nous rentrions dormir dans un 5 étoiles, après avoir visité ces lieux, nous perdrions de vue la spiritualité, la sobriété et l'idée même de qui était réellement Bouddha, lui qui s'était détaché du confort matériel. La nuit, le train se transforme en temple sur rail. Dans chaque cabine, on prie, on médite, avec une intensité toute particulière. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Vous savez, ici nous sommes en Inde, à l'endroit même où Bouddha est né. Ça fait une grosse différence pour moi. Maintenant, je prie dans les endroits où Bouddha a marché. Le train a cet effet particulier qui donne l'impression de profiter davantage du voyage, de réfléchir davantage au sens des choses.
Demain, c'est la dernière journée du périple. Le moment le plus intense et émouvant pour ces pèlerins du XXIe siècle. À Kushinagar, ils arrivent à l'endroit où Bouddha a passé les derniers jours de sa vie. Précédemment, des centaines de kilomètres parcourus, des paysages, des rencontres, le train parti il y a quelques jours de New Delhi poursuit sa route. Les fouilles du monastère vont révéler leur mystère. Attends, je vais te mettre ça parce qu'en fait, ça, c'est ce que... Le train a roulé toute la nuit. Et ce matin, c'est le dernier petit déjeuner à bord. Les pèlerins se préparent en silence à la journée la plus importante du voyage. Kushinagar est un immense complexe. Des ruines anciennes et des bâtiments récents, situés à l'endroit où Bouddha aurait passé les dernières heures de sa vie. Les voyageurs se rendent immédiatement au temple, où les attend une statue de 6 mètres de long. Bouddha allongé, représenté au moment où il quitte le monde pour atteindre le nirvana. Il nous a quittés. Et je me sens triste, là, en ce moment-là. Les croyants les plus fervents collent des feuilles d'or sur la statue, à l'endroit où eux-mêmes ressentent une douleur, par exemple, afin d'être guéris. À l'extérieur, un stupa de pierre, en grande partie démoli, est la dernière étape de la visite. Ça, c'est le stupa où son corps a été incinéré. Les reliques de Bouddha seraient abritées à l'intérieur. L'endroit a été détruit et reconstruit plusieurs fois au fil des siècles, mais le lieu a toujours fait l'objet d'une dévotion particulière. Ça montre que des gens ont essayé de trouver le sens de tout ça depuis des milliers d'années. Et je me sens en connexion avec ceux qui ont vécu avant moi, siècle après siècle. C'est la fin du pèlerinage pour vous? Non, c'est le début. Chaque moment est un début. Pendant 8 jours, ils ont vécu dans les pas de Bouddha et essayé de suivre sa voie. Était-il un sage, un dieu, un philosophe? Chacun emporte sa propre réponse et son interprétation des enseignements qui ont traversé l'histoire. Beaucoup plus haut, sur les plateaux de l'Himalaya, eux, l'histoire, ils sont en train de la déchiffrer. La mission archéologique française entame sa dernière journée de fouilles. Martin et Lauriane Mais là, il y a quelque chose. s'approchent millimètre par millimètre d'une zone où des morceaux de statues ont été repérés. Il faut faire attention à tous ces gestes, être très délicat. Les œuvres ont plus de 1000 ans Ouais. et sont en terre crue, ultra fragiles. On a l'autre moitié. Un morceau après l'autre. Voilà. L'arrondi ici, il y a des jolis restes de peinture. Oh, c'est bien, c'est chouette. Mais essayer de le... La tête est maintenant presque au complet. Donc là, on vient juste de sortir le bas d'un visage, le menton ici, la bouche, donc avec des traces de peinture blanche et rouge-orangé. Il s'agit d'un bodhisattva, c'est-à-dire un Bouddha qui n'a pas encore atteint l'éveil, le nirvana. La découverte est une première pour la région. Comme tout archéologue, quand on fait des découvertes de ce genre, il y a aussi un sentiment d'excitation. Au total, ce sont des centaines de pièces qu'ils ont sorties de terre. Il n'y a pas de chef-d'œuvre ici, mais chaque découverte raconte une histoire, celle de ces moines bouddhistes et de ces fidèles qui vivaient ici au XIe siècle. Un long travail de restauration et d'analyse commence maintenant. Ce qui va être intéressant, c'est de voir quel objet, quel détail iconographique, quelle séquence de construction vont pouvoir commencer à faire sens, puis réécrire l'histoire du temple sur lequel on a travaillé, et puis au-delà de ça, de l'histoire du pays.
D'ailleurs, aucune pièce ne quittera l'Inde, le pays de naissance du bouddhisme. Ce sont maintenant des chercheurs locaux qui vont prendre le relais pour tenter de retracer l'histoire de ceux qui suivent Bouddha depuis 2500 ans.